Qui va vous convaincre? Votre rendez-vous en direct, c'est la suite du 120% News. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Qui va vous convaincre avec 4 personnalités, 4 points de vue et 90 secondes chrono pour convaincre. Ce soir, nous sommes avec Fatima Benomar. Qu'enfin on filme, dit-elle, et qu'on contrôle vraiment les policiers, chaque fait et geste lors des patrouilles et interventions. Une prise de position inspirée par le procès du policier qui a provoqué la mort de George Floyd aux États-Unis. Son procès, c'est en ce moment. Avec Alain Duhamel, nous reparlerons de l'obligation vaccinale des soignants. Seul un tiers d'entre eux sont vaccinés contre le Covid. Et même d'une manière plus générale. Avec Thérèse Argot, philosophe, sexologue, l'état civil refuse le changement de prénom d'une enfant transgenre. Elle s'appelait Lily, petite fille née dans un corps de garçon. Et il a raison, l'état civil, l'enfant n'a que 8 ans. Il a le temps encore de réfléchir, et notamment avec ses parents. Et puis enfin, Xavier Couture, spécialiste en communication. Attention aux politiques qui courent sur les nouveaux médias, les nouveaux réseaux sociaux. Ils courent la communication, ils vont à la pêche aux voix, mais est-ce bien raisonnable? Qui va vous convaincre? On va commencer avec Fatima Benomar, cofondatrice de l'association Les Effrontés. Aux États-Unis, s'est donc ouvert le procès de Derek Chauvin, ce policier qui a tué George Floyd. Qu'attend-on en France pour mettre aussi au grand jour le procès des violences policières réclamées par des associations? Résonne encore d'ailleurs cette manifestation du mois de juin dernier. Qu'en France, certains policiers se permettent ou estiment d'avoir une légitimité sur le droit de vie ou de mort de certaines personnes sous prétexte qu'elles soient noires ou arabes. Il y en a marre de rester silencieux, il y en a marre de laisser les choses se passer, que ce soit aux États-Unis ou en France. Aujourd'hui, on est là pour montrer notre colère. Moi, je suis là aujourd'hui pour dire que j'ai la rage. Ouais, c'était les manifestations de soutien au moment de l'affaire George Floyd. Et puis on se souvient aussi des manifestations pour toute la vérité sur la mort d'Adama Traoré. Bref, aujourd'hui, Fatima Benomar, il faut filmer toutes les interventions policières. Il faut qu'il y ait davantage de contrôle. Les policiers ne doivent pas être exempts aujourd'hui de cette surveillance. 90 secondes pour convaincre, top chrono. Effectivement, la première chose à dire, c'est qu'il n'y aurait jamais eu d'affaire Floyd, parce que des George Floyd, malheureusement, il y en a eu beaucoup, si ça n'avait pas été filmé en direct, qu'on n'avait pas montré l'extrême cruauté de cette mise à mort impitoyable, et sans aller jusqu'à des cas extrêmes de violence et de mort. Le 25 février dernier, par exemple, la préfecture de police en France tweetait sur son compte une vidéo filmé donc par des passants, a été relayé sur les réseaux sociaux montrant le contrôle d'un individu à Paris 18e. Le préfet va saisir l'IGPN suite aux propos homophobes de l'un des policiers. Et vous pensez bien que si cette vidéo a buzzé et qu'elle a pu obtenir cet engagement qui est assez rare malheureusement, c'est parce qu'elle a été filmée. Et la seule façon qu'on a d'en finir avec les violences, qu'elles soient homophobes, sexistes, racistes, qui ont été très étayées l'année dernière par les groupes WhatsApp, les groupes Facebook qu'on a vus où vraiment il y avait des policiers qui tenaient des propos insupportables, c'est de les filmer. C'est la seule façon de les montrer et d'imposer le débat. Ce que je demande tout simplement, c'est que les policiers soient équipés de caméras qui envoient en direct à une instance fiable les vidéos, même d'ailleurs moitié copie aux policiers, moitié copie aux associations, je veux bien. Comme ça, s'il y a une guerre des images, elle sera faite à la loyale. Et je comprends pas que les syndicats de police soient souvent vent debout contre ce genre de propositions, parce que s'ils sont de bonne foi, ça pourrait disculper les personnes qui se sentent accusées. Enfin, on a beaucoup débattu sur l'article 24 de la loi sécurité globale, mais même avant cette loi, il faut savoir que les journalistes se plaignaient que très souvent, ce droit à filmer la police était bafoué par du matériel confisqué, par le fait d'être visé par des flashballs, par le fait d'être interpellé, etc., etc. Alain Duhamel, est-ce que vous êtes d'accord? Il faut surveiller les policiers dès qu'ils sont en intervention, dès qu'ils sont en mission sur la voie publique, bref, dès qu'ils travaillent. En règle générale, dans un état de droit comme le nôtre, il faut veiller à ce que ceux qui doivent exercer l'autorité soient insoupçonnables. Et pour en être sûr qu'ils sont insoupçonnables, effectivement, il faut d'une manière ou d'une autre contrôler la façon dont ils le font. Cela dit,
moi, je ne suis pas du tout contre l'idée selon laquelle des policiers en action à l'occasion de manifestations doivent être filmés en permanence. Pourquoi pas, d'ailleurs, théoriquement, on doit les équiper pour ça, et théoriquement, ça doit se produire. On verra bien. Et peut-être même que cette fois-ci, les caméras dont ils seront, qu'on va leur remettre fonctionneront, ce qui sera quand même une nouveauté. Mais donc, je ne suis pas contre ce principe-là, à condition de ne pas vouloir présenter en permanence des policiers comme des gens en dehors de la loi. Parce qu'ils sont là pour faire respecter la loi. Il arrive qu'ils la fassent respecter de façon critiquable. À ce moment-là, il faut qu'ils soient critiqués et sanctionnés. Mais il faut aussi respecter ce qu'ils sont. L'incarnation de ce qu'ils sont, En fait, oui, bien sûr. La première chose qui fait qu'ils sont déshonorés dans leur avis, c'est bien ce dont on voit. Et moi, ce qui m'a toujours choqué dans les vidéos, on voit des violences policières, c'est que souvent celui qui la commet n'est même pas retenu par ses collègues en train de lui dire attention, là tu es en train de déraper. Même chose, les groupes Facebook et les conversations WhatsApp qui ont dénoncé les journalistes l'année dernière montraient des groupes avec des milliers de personnes. Et même si toutes ne s'exprimaient pas, les rares personnes qui s'exprimaient en tenant des propos inqualifiables de racisme ne craignaient pas d'être jugés par les autres qui pouvaient au moins lire leurs propos. C'est-à-dire que si on n'a pas au moins cette force de l'image et qu'on mette de côté le fait de toujours mettre en doute la réalité des violences policières, on ne pourra jamais poser vraiment les débats sur le plaquage ventral qui a aussi coûté la vie en France à Cédric Chouviat, sur les contrôles d'identité. Alors nous, quand on vit dans des quartiers, moi des contrôles d'identité j'en ai jamais eu, mais il y a des quartiers où on a tout le temps, on se demande à quoi ça sert. Il suffit que des jeunes soient dans l'espace public et le deux poids deux mesures aussi, notamment qu'on a vu pendant le confinement, c'est-à-dire des quartiers aisés où finalement si une personne se balade pendant la journée, on commence par la prévenir gentiment, et dans les quartiers populaires, des personnes comme Ramatoulaye par exemple qui a été tasée pour être juste sortie pour acheter du lait à son enfant. Donc tout ça restera du débat théorique. Ah non, je suis pas d'accord, je pense que vous exagérez, si on ne part pas de preuves. Madame Thérèse Angot. Est-ce qu'on a encore besoin de ça? Je m'interroge. Est-ce qu'il faut fliquer les flics? Quand même, on va assez loin là avec ce que vous partagez. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt proposer une autre solution? C'est d'essayer de comprendre pourquoi cette violence policière existe, d'aller faire un vrai travail de compréhension, d'analyse, de travail aussi psychologique, parce que quand il y a la violence, c'est qu'il y a quand même, ça dit quelque chose, plutôt que fliquer. Est-ce qu'on a besoin de ça? Je m'interroge, parce qu'aujourd'hui, les faits, on les connaît, les images, on les a, on sait qu'il y a un problème avec certaines personnes, et je ne pense pas que ce soit la bonne solution pour répondre à un vrai problème que vous soulevez, mais la solution ne me semble pas la bonne. Mais la question de la formation, de la sensibilisation, je suis d'accord, et on a toujours réclamé ça. Mais il faut d'abord qu'il y ait un interdit clair, vous savez, pour il n'est pas posé l'interdit clair. L'interdit est tellement peu clair que quand il y a une affaire comme Adama, comme ça n'a pas été filmé, le débat s'enlise entre les expertises et les contre-expertises, et même parfois dans des aspects nauséabonds du débat où on se dit peut-être qu'il méritait de mourir finalement vu son casier judiciaire, etc. Et donc je pense que même ça aide les policiers en sachant que ce qu'ils font n'est plus mis en doute dans le débat pour se dire bon, maintenant on va plus nier, commençons à se dire pourquoi on en arrive à ce genre de violence. Ça aiderait la justice, ça je peux bien l'entendre, pour avoir des preuves, mais est-ce que ça aiderait le vrai sujet de fond qui est cette crise de confiance entre la police et les citoyens? Je pense pas, c'est ça, c'est plutôt à ce problème-là qu'il faudra absolument résoudre. Xavier Couture. Moi je crois c'est que malheureusement nous sommes confrontés à une société où, pour des raisons que je peux comprendre et qui sont effectivement liées à une émotion légitime face à des outrances, face à ce qu'on appelle des violences policières, en tout cas des policiers qui se livrent à des violences, qui n'est pas tout à fait la même chose. Je crois que malheureusement ça nous ramène à gérer une société par l'exception. Et ça m'est insupportable. L'idée que dans le fond, la formation, le mandat, ce qu'a été l'engagement, le fait qu'un policier, il a une carte professionnelle qui porte le drapeau de la France, enfin bref. Si on commence avec ça, on n'en terminera jamais. Parce que les fonctionnaires qui ont une forme de maltraitance dans la relation qu'ils ont dans un pôle emploi, dans une administration quelconque à l'égard du citoyen, vont être eux aussi mis sous caméra. Attendez, je vais juste terminer là-dessus. Derrière ça, on aura les professeurs, parce que dans le fond, l'enseignement, oui, mais enfin vous avez des professeurs qui quand même ont dit des choses qu'ils n'auraient pas dû dire. Cette société ultra normée, qui n'a plus confiance dans la formation
rémunération de ses fonctionnaires. Et toujours sous observation, c'est ce que une vous voulez. société qui, moi, me terrifie. En tout cas, une caméra derrière chacun de nous, derrière chacun des responsables. C'est un peu ce qui se passe avec les téléphones portables. C'est pas la même chose, si je puis me permettre, mais ce dont vous parlez, d'ailleurs, si des citoyens en sont allés jusqu'à créer une app, l'UVP, Urgence Violence Policière, c'est parce qu'ils témoignent tous les jours de ces violences policières. Déjà, il y a un débat qui n'est pas tranché entre nous. Vous dites, ce que je comprends pas, c'est qu'on fasse ce dispositif alors que ce sont des comportements d'exception. Comment on a tranché que ce sont des comportements d'exception si on ne fait pas des bilans clairs sur ce qui se passe? Il faut que des journalistes fassent des enquêtes sur des groupes Facebook, des groupes WhatsApp, des vidéos qui ont circulé en masse pour qu'on commence à se dire, c'est peut-être pas tant que ça des exceptions. Non, mais là où je suis d'accord avec vous, mais je suis parfaitement d'accord avec vous sur l'idée qu'il faut que l'administration, et en particulier celle-là, se pose des questions légitimes sur son fonctionnement. Là-dessus, personne ne dira le contraire. Mais comment voulez-vous accepter, parce qu'il y a ces dysfonctionnements, de créer une société qui admet le dysfonctionnement et qui donc, admettant le dysfonctionnement, met en place un système de flicage des flics qui pourrait éventuellement contrôler le dysfonctionnement. Donc pour vous, est-ce qu'il y aurait eu une affaire George Floyd ou une affaire de ces propos homophobes si quelqu'un n'avait pas brandi son téléphone et n'avait pas filmé? Mais est-ce qu'on sera en train d'en débattre aujourd'hui? Mais je ne dis pas le contraire. Ce n'est pas sur le fond. Je peux comprendre et l'émotion et l'horreur et bien entendu l'affaire de George Floyd, elle est épouvantable, et toutes les affaires qui mettent en place ou qui mettent en situation des violences de policiers sont insupportables. Oui, mais une société qui s'amène progressivement vers un flicage général de son administration me paraît une société qui a perdu les pédales sur le plan démocratique. S'il n'y avait pas eu les vidéos du hall d'immeuble de Michel Zecler, le producteur, on n'aurait pas su qu'il s'est fait tabasser par les policiers. Il aurait fallu à ce moment-là que les policiers aient une caméra ventrale lors de leur intervention et on aurait vu ce qui se passe. C'est exactement pour ça que je disais que je trouve que l'idée de la caméra ventrale est une idée qui me paraît raisonnable et réaliste. Il ne faut pas non plus en faire la seule solution. On sait par exemple très bien que, et vous disiez, on est frappé, effectivement, on est toujours frappé par le fait que quand ça se passe mal avec 2 ou 3 policiers en train d'intervenir, leurs camarades les laissent faire. Là, ça pose un autre problème qui n'est pas le problème des caméras, qui est le problème de la qualité de l'encadrement et qui est le problème de la qualité de la formation initiale. On sait que, par exemple, la formation initiale, les crédits ont été à un moment diminué et que la durée de la formation a été amputée. Alors ça, c'est une aberration. Et de même, en ce qui concerne l'encadrement, l'encadrement n'est pas assez nombreux. Et de même, quand on fait intervenir en pleine violence certaines forces de l'ordre qui ne sont pas du tout formées pour ce type de violence, on prend des risques. Autrement dit, oui, les caméras, mais ça n'est pas la solution. C'est une solution. C'est une des solutions. Et évidemment, il ne s'agit pas de fliquer les flics hors de leur moment où ils sont en fonction. Justement, juste un petit élément concret, les caméras piétons pour la police seront généralisées à partir du 1er juillet 2021. C'est ce qui est prévu par le dispositif législatif. Qu'elles fonctionneront. Voilà, qu'elles auront des batteries dignes de ce nom qui tiendront plusieurs heures. Après, qui recevra les images? Parce que les policiers non, mais c'est surtout qui l'enclenchera. C'est pas tellement de recevoir les images, c'est qui l'enclenchera. C'est-à-dire, puisque c'est le policier qui décidera lui-même de l'enclencher au moment de son intervention. Il faudra qu'il l'enclenche vraiment au moment M précisément. Alors, on y va, on va voir ce que vous avez pensé de la prise de position de Fatima Benomar. Est-ce que vous êtes convaincu qu'il faut davantage surveiller les policiers, monsieur Alain Duhamel? Rouge ou vert? Je ne dirais pas surveiller davantage les policiers, c'est donner les moyens pour que s'il y a des erreurs de comportement, elles soient sanctionnées. Donc oui, convaincu? Oui. Convaincu pour Alain Duhamel. Thérèse Argot? Non, certainement pas. Des caméras en permanence, je pense que c'est pas la solution. On n'arrête pas un problème parce qu'on va le surveiller. Et moi, ça me pose aussi le problème de dire je vais pas commettre cet acte d'agression parce que j'ai peur de me faire punir. Il me semble qu'on n'éradique pas le vrai sujet de fond qui est la formation. Xavier Couture. C'est un peu infantilisant. J'aurais vraiment envie de dire oui, si ce n'est que ça exempte de sa responsabilité tout l'appareil qui, en amont, doit former, contrôler, remettre en place une police qui soit capable de faire son travail de manière, je dirais, cohérente. Et puis sur ces 12 minutes de discussion, on a invité sur Twitter à dire vite fait ce qu'on pensait de votre proposition, Fatima, et regardez, les policiers doivent-ils être plus surveillés? C'est plutôt un oui
Un oui à 55%, 55,9%. Donc ceux qui suivent l'émission et qui réagissent sur les réseaux sociaux sont plutôt en votre faveur. Deuxième sujet de discussion cette fois-ci. On va reparler de la vaccination qui accélère. Mais seul un tiers des soignants aujourd'hui sont vaccinés. Ce qui pose un vrai problème pour l'ordre des médecins. Il faut donner l'exemple et ça ne se discute pas. Voilà ce que dit l'ordre des médecins par l'un de ses représentants que l'on écoute tout de suite. C'est un devoir moral, un devoir aussi d'exemplarité. La vaccination, c'est une question qu'on ne devrait même pas poser en ce qui concerne les soignants. Obligation vaccinale pour les soignants, 90 secondes chrono, monsieur Alain Duhamel, c'est à vous. Mais c'est une des questions que je trouve les plus incompréhensibles aujourd'hui, où pourtant Dieu sait qu'on a de nouvelles questions auxquelles il faut répondre. Comment est-ce que des gens qui, depuis le début de la pandémie, se sont comportés globalement de façon exceptionnelle, qui ont été très souvent volontaires pour faire plus que ce qu'ils devaient faire, qui ont appris des choses qu'ils ignoraient, qui ont appris des méthodes qu'ils ne connaissaient pas et qui se sont donné tellement de mal, comment ces mêmes personnes qui ont donc été plus que responsables, comment est-ce qu'elles peuvent ne pas se faire vacciner alors que, elles savent très bien qu'elles-mêmes sont en danger puisqu'elles sont le premier rang du premier rang et qu'elles se mettent en danger en n'étant pas vaccinées. 2, qu'en n'étant pas vaccinées, elles mettent en danger leurs propres patients, puisqu'on sait malheureusement que les maladies nosocomiales, ça existe dans les hôpitaux, que ça représente en l'occurrence presque le tiers de ces maladies nosocomiales. Et puis 3, comment est-ce qu'elles peuvent, comment est-ce qu'on peut arriver à convaincre les citoyens de se faire vacciner si les soignants ne se font pas vacciner? Alors, j'aime pas beaucoup les mesures obligatoires. Ça n'est pas par décret qu'on va arriver à convaincre tout le monde. Je préférerais de beaucoup que les soignants se comportent de façon cohérente avec ce qu'ils sont, c'est-à-dire que les vaccinateurs soient vaccinés. Bon, s'il n'y a pas d'autre moyen, il faut le rendre obligatoire, comme c'est d'ailleurs déjà le cas, il faut quand même le souligner, pour d'autres vaccins, s'agissant des personnels soignants qui doivent en passer par là. Alors, Fatima Benoît, d'accord avec ça ou pas? Je suis un peu mitigée et même un peu effrayée parce que on peut pas faire abstraction du fait que si on est en train de débattre de ça, c'est bien qu'il y a une réticence à la base et il y a tellement aujourd'hui un discours complotiste qui fait florès. Ça peut être le succès du documentaire complotiste Hold Up, ça peut être tous les débats et la peur sur le pass vaccinal, etc., le passeport vaccinal. Et on avait rassurer au moins la population en disant ne vous inquiétez pas, de toute façon le vaccin il sera jamais obligatoire. Et je pense ce sera une catastrophe de par tout ce que je peux entendre de mon entourage qui vont se dire ah ben voilà, maintenant on se sort des soignants pour comme laboratoire pour après expérimenter des choses sur nous. Je pense que là pour le coup je rejoindrai limite tout à l'heure votre argument, il faut faire de la sensibilisation, c'est quand même le corps soignant qui doit faire des choix éclairés. Et s'il est sceptique, on va pas leur tendre le bras de force, il faut essayer de comprendre pourquoi il est aussi sceptique et pouvoir discuter avec eux et les former et voir tout simplement dans leur réticence qui relève de la fake news, qui relève d'angoisse, dans la situation très exceptionnelle qu'on a avec un vaccin qui a été fait en 1 an, etc. Alors moi je fais une différence absolue entre d'un côté les soignants et de l'autre côté les soignés. Les soignants ont une responsabilité, ils l'ont de fait cette responsabilité. C'est eux qui sont en première ligne. Bon, donc je dis que ça va être perçu par les soignants comme on commence par les soignants pour... Mais non. Non, mais c'est pas moi qui le dis, hein. Mais je sens bien que ce discours, il existe. Non, ce qui est souvent perçu, c'est pourquoi est-ce que les soignants ne se font pas vacciner? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous cacher quelque chose? Si en plus on les force, on va dire voilà, vous n'avez pas pu les convaincre, vous les avez forcés. Écoutez, à ce moment-là, toutes les autorités médicales sont du même avis. 2, les soignants voient bien qu'en ce moment on est en train de vacciner des dizaines de millions, voire des centaines de millions de personnes. Et on peut vérifier que d'une part ça marche, et d'autre part, qu'il y a les effets secondaires ne sont pas dangereux. L'explication rationnelle de cette réticence? C'est que d'une part, il y a eu dans le passé des questions qui s'étaient posées à tort, mais qui s'étaient posées et qui avaient beaucoup frappé sur un autre sujet médical il y a plusieurs années les soignants, et donc que ça a joué. D'autre part, que on voit très bien que chez les médecins,
l'immense majorité se fait vacciner. D'ailleurs, il ne faut pas oublier, parce que c'est quand même pas si lointain, que les soignants avaient totalement raison quand au début ils se plaignaient de manquer d'équipements, de masques, etc. Qu'ensuite ils ont eu totalement raison quand ils se plaignaient de ne pas avoir à leur disposition pour se vacciner le nombre suffisant de vaccins, et que maintenant il y a encore des problèmes d'organisation matérielle qui font qu'ils n'arrivent pas à pouvoir se vacciner quand ils le veulent. Il y a quand même là aussi un paradoxe entre, d'une part, on est furieux parce qu'on ne peut pas se vacciner, mais d'autre part, certains d'entre nous ne veulent pas se vacciner. Moi, je pense qu'il y a aussi une question culturelle chez les personnels soignants, comme dans toute la population, toutes les catégories de la population, y compris les journalistes. Il y a des formations différentes, il y a des connaissances différentes, et il y a des jugements qui sont de qualité différente. Alors, les petits camarades, qu'est-ce que vous en dites? Il faut obliger les soignants à se faire vacciner, voire passer par le dispositif légal, Xavier Couture. On voyage en Absurdistan. Mais alors là, pour moi, on tombe sur la tête. Je prends un exemple simple. J'ai 72 ans, 75 ans. Très jeune. Je suis très jeune. J'ai un petit accident qui n'a rien à voir avec la Covid, mais je dois aller à l'hôpital parce que j'ai eu un petit problème, un petit pépin cardiaque. Ah oui, mais attends, chérie, tu crois que je vais à l'hôpital? Parce qu'il n'y a qu'un tiers des personnels soignants qui sont... Dis donc, à l'âge que j'ai, s'ils me refilent le Covid, on n'est pas bien quand même. On est chez les dingues. Évidemment, je suis soignant, j'ai une responsabilité première qui est de soigner. Très bien. Si j'ai une responsabilité première qui est de soigner, je ne peux pas la transformer en responsabilité secondaire qui est de contaminer. Je pense que là-dessus, tout le monde sera à peu près d'accord. Donc, si je suis soignant et que je ne veux pas me faire vacciner, j'ai décidé de mon propre chef de devenir prof de tennis à ce en moment-là. dehors de la communauté des soignants. C'est pas aussi simple que ça. Enfin, c'est du bon sens de base. Mais je ne peux pas admettre qu'on puisse aujourd'hui se dire j'ai un doute parce que il y a qu'un seul vaccin qui est obligatoire pour les soignants, c'est celui de l'hépatite B. Tous les autres vaccins ne sont pas obligatoires. C'était très exactement celui auquel je faisais allusion. Oui, j'ai bien compris. Puisque au moment où le vaccin de la grippe n'est pas obligatoire. Voilà, il y avait eu à ce moment-là un énorme... Or, les enfants sont obligés de tous être vaccinés pour pouvoir rentrer à l'école et vivre en communauté. Thérèse Argot. Évidemment, je suis extrêmement mal à l'aise avec cette obligation vaccinale. Oui, parce que il s'agit quand même du corps de chacun, qu'on a le droit de disposer de son corps et d'en faire ce qu'on veut. On n'a pas à être obligé. On a une responsabilité par rapport aux autres. Je l'entends bien, cette responsabilité, mais on ne peut pas obliger quelqu'un à prendre un médicament. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la liberté individuelle qui n'est pas respectée. Attendez. D'abord, la question de la liberté individuelle, il s'agit quand même de la santé. Et si pour différentes raisons, on ne veut pas être vacciné, on doit respecter cette liberté individuelle. Ça me semble un droit fondamental. Et voilà, donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que quand vous dites les soignants, ce qui me rend très mal à l'aise, c'est que vous faites comme s'il y avait une catégorie, que tous les soignants pensaient de la même façon. Non, je viens de dire le contraire. Oui, donc, je viens de dire exactement le contraire. Simplement. Vous m'avez mal écouté. Alors, alors j'entends, et donc du coup, que vous dites le contraire, excusez-moi si j'ai pas bien compris ce que vous êtes en train de formuler, simplement, il y a différentes sensibilités dans la médecine, et moi je connais personnellement des médecins qui sont anti-vaccins au départ, et qui ont toute une philosophie qui va avec cela, et chez qui certains patients vont parce qu'ils ont cette philosophie, et d'autres qui le sont. Et c'est vrai qu'ici, peut-être que là où je rejoindrais, c'est qu'il faut être très cohérent. C'est-à-dire qu'il faut que les médecins, vous dites j'ai un accident, je vais à l'hôpital, il faut que les médecins qui décident de ne pas être vaccinés, eh bien, soient cohérents avec leur projet et peut-être d'autres activités. Ils soient plus médecins ou bien médecins ailleurs, ou bien que ce soit affiché, que ce soit dit. Il faut peut-être quelque chose. Si vous voyez la tête de quelqu'un qui arrive, moi ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, donc qui arrive à l'hôpital, qui se trouve devant un médecin et qui lui dit je dois vous... Qui commence par me dire je dois vous dire que je ne suis pas vacciné. Si c'est affiché dans le bureau, je ne suis pas vacciné, mais faites-moi confiance. On peut très bien dire, je ne sais pas comment ça peut s'organiser, ça peut être aussi de se dire à un moment, je me retire du monde hospitalier pour travailler en libéral, je ne sais pas. On peut peut-être penser à d'autres façons d'exercer son métier, mais on ne peut pas, c'est vrai dans une période, obliger. C'est vrai ce que vous dites, c'est tout à fait compréhensible dans une période normale. Là, on n'est pas dans une période normale, on est en pleine pandémie comme le monde entier. Oui, en pleine pandémie, ça veut dire qu'aussi il y a des émotions
telles que la peur, la culpabilité qui domine actuellement et qui peut-être, voilà, font que certains sont peut-être en résistance. Moi, simplement, ce qui me semble fondamental, c'est de respecter le droit, la liberté individuelle de disposer de son corps, et on n'a pas à nous obliger de vacciner. Par l'absurde. Oui. Moi, je suis policier, on en parlait tout à l'heure, et j'ai une sensibilité différente face au délinquant qui est en face de moi. Faut pas m'en vouloir, parce qu'effectivement, j'ai une sensibilité un peu différente. Donc, j'ai été un peu violent, pas très violent, mais un peu violent. Il faut les Donc, attendez, il y a des règles. Il y a une règle. Je suis pas en train de dire ça du tout. Je dis simplement que il faut respecter la liberté et que il existe des médecins. On n'a pas la liberté de contaminer un malade qui vient à l'hôpital. C'est quoi cette liberté? Elle sort d'où? Ah ben écoutez, allons-y pour voir ce que vous avez pensé de cette proposition d'Alain, et c'est l'heure du jugement. Donc Fatima Benomar, obligation pour les soignants de se vacciner. Je dis bien pour les soignants. Oui, j'ai dit les soignants. Je ne dis pas pour les soignés. Non, les soignants. Oui, je suis bien d'accord. Le risque que j'ai voulu souligner, c'est celui de la situation politique que ça risque de provoquer, et qu'on va s'enliser dans encore plus une ambiance paranoïaque. Vous ne saurez pas comment en sortir, et pour le coup, en tant que chroniqueur politique, vous allez plus savoir comment vous en sortir sur un Pas convaincu, Fatima Benomar. Thérèse Argot. Non plus, je ne suis pas convaincue. Il faut travailler sur la question de la liberté. Donc c'est fondamental, et il faut que les personnes le fassent par conviction et pas par coercition, par obligation. Xavier Couture. Bon, oui, je suis totalement convaincu. Je pense qu'effectivement, il n'y a même pas de débat. À mes yeux, il n'y a pas de débat, même si on en a fait un. Eh bien, justement, regardez aussi ce qu'ils ont pensé sur Twitter de ces 10 minutes de débat, mon cher Alain Duhamel. Vous avez emporté le morceau, c'est quand même un 55,9. Non, c'est les violences policières. Ah, je ne l'ai pas vu. Ben non, c'est l'autre. Vous l'avez, l'autre infographie, les amis? Oui. Faut-il le rendre obligatoire? Ah ben non, c'est non. Alors là, vous voyez, à 52, donc c'est plutôt, pour ceux qui ont suivi, c'est plutôt dans le camp de Fatima et de Thérèse. Donc il y a un débat. Le débat est arrivé. Et là, il est un peu tranché, là, quand même. Troisième prise de position. Écoutez cette histoire. L'état civil refuse que Lily, 8 ans, enfant transgenre, change de prénom. Ça se passe dans le Vaucluse. Ce sont les parents d'une petite fille de 8 ans. Elle est née dans un corps de garçon et ils voulaient qu'elle puisse changer de prénom. Elle ne se sentait pas à l'aise de son identité genrée, la petite Lily. Ils viennent d'apprendre le refus de l'état civil. La maman de Lily raconte. On est en colère et on est abasourdi par la décision qui a été rendue par le parquet de Carpentras concernant donc le refus de changement d'état civil de Lily. On savait que c'était pas forcément gagné, mais ce qui nous blesse beaucoup, c'est l'argument qui est avancé en tant que motif de refus. C'est-à-dire qu'on nous demande de justifier d'un traitement qui engendrerait des modifications irréversibles sur elle. Donc on trouve que c'est tout à fait déplacé. On est un petit peu dépité et interloqué par cette justification, enfin cette demande de justification. Interloquer les parents, quant à vous, Thérèse Argot, philosophe et sexologue, enfant transgenre, vous dit attention, n'allons pas trop vite. Top chrono, 90 secondes pour convaincre. Oui, ne reproduisons pas les erreurs du passé. Ne les reproduisons pas. Nous avons eu ce fameux livre, Le consentement de Vanessa Springora, qui nous expliquait qu'un enfant peut être consentant, un enfant peut désirer. Elle disait même être amoureuse de cet homme. Et quelques années plus tard, elle dit non, je n'étais pas consentante. Ce que je veux dire par là, c'est que nous savons aujourd'hui qu'un enfant, eh bien, ça reste un enfant. Et que la loi est là pour protéger les mineurs. Ici, dans cette question de transidentité, eh bien, la question de l'identité sexuelle, c'est tout un processus qui met du temps, qui se construit vraiment année après année. Ce n'est pas quelque chose de figé, la sexualité, c'est quelque chose de mouvant, de changeant. Et là, de fixer un enfant très tôt, parce qu'on parle d'un enfant qui a 8 ans dans la loi, il me semble que c'est une très grave erreur de jugement. Nous sommes ici en France en train de parler beaucoup de transidentité. Nous avons ces enfants comme cet enfant Lily qui est très médiatisé, alors qu'il y a d'autres pays qui ont déjà avancé sur ce sujet. Je pense au Canada, je pense en Angleterre, et nous avons déjà un retour d'expérience. Nous avons des témoignages de gens qui disent avoir eu fait ce changement beaucoup trop tôt et qui le regrettent aujourd'hui. Je pense qu'il faut respecter l'enfance, que si cet enfant, on dit qu'elle est trop jeune pour voter, vous pouvez bien imaginer qu'elle est peut-être trop jeune aussi pour décider c'est un changement quand même très important, qui est un changement de sexe qui s'inscrit dans la loi. Donc je pense que là, ici, on fait preuve de prudence et que c'est ça qui doit dominer sur cette question. Voilà l'argument de Thérèse Argot, philosophe, sexologue. N'allons pas trop vite, c'est pas forcément la voix de l'enfant qu'on doit écouter, surtout lorsqu'il a 8 ans.
Fatima Bennomar. Juste par rapport aux personnes trans qui nous écoutent, je trouve la comparaison avec la pédocriminalité peut-être un petit peu tirée par les cheveux. Je parlais de la question du consentement. Parce qu'on consent quand même à beaucoup de choses quand on est enfant, et c'est bien pour cela qu'on écoute les enfants, par exemple, quand ils dénoncent les violences de leurs parents, etc., qu'il faut aussi les prendre en considération. En tout cas, moi, ce dont je peux témoigner de ma place, c'est que c'est vrai que quand je parle à beaucoup de personnes, qu'elles soient trans ou qu'elles soient homosexuelles, c'est qu'elles s'en étaient rendues compte très très jeunes, et que bon, finalement, elles ont joué le jeu du genre jusqu'au moment où, arrivées à l'âge adulte et même beaucoup plus tard, elles osent s'outer, elles osent faire le chemin inverse. Et c'est vrai que vous dites qu'on va trop vite, mais il faut... Enfin, là où je voudrais inviter les gens qui nous écoutent à la réflexion, c'est que la société, les choix de la société vont aussi très très vite. Commençons par dire que tous les apparats, les identifiants de genre qui existent dans la société sont des créations humaines. Le prénom genré, c'est de la création humaine, c'est des choix politiques qui ont été faits dans l'histoire de l'humanité. Et les Sacha et les Camille s'en sortent très très bien d'ailleurs, et toutes les personnes qui ont des Dominique des prénoms. et Claude. Et tous les identifiants, la coupe de cheveux, les loisirs auxquels on va orienter. Juste, je termine et voilà. Parce que Lily, la couleur du papier peint, le choix des jouets, etc. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur une chose. Par exemple, les enfants intersexes. Donc, les enfants qui naissent avec des sexes trop ambigus pour savoir si c'est un garçon ou une petite fille. Il faut savoir qu'en France, là pour le coup, on n'a pas froid aux yeux. On règle ça au bistouri. Donc, on leur inflige des mutilations génitales dès la petite enfance, avec un traitement hormonal imposé. Et c'est là que je trouve que c'est le plus intéressant. Un programme d'éducation où, en gros, on préconise aux parents, si vous avez choisi que c'est un petit garçon, surtout bourrinez-le avec des jouets bien bleus, etc. Donc, c'est là où je voudrais vraiment dire que les trans, ils soulignent quand même l'absurdité de l'hyperbinarité et du théâtre du genre dans lequel on s'enferme. Vous dites ça, alors que justement, là où je suis d'accord avec vous, finalement, je vais finir peut-être par vous rejoindre quelque part, paradoxalement, c'est que laissons justement cet enfant construire petit à petit et ne pas s'engager dans un processus irréversible. Ce que je ne comprends pas dans le procureur, c'est qu'il dit « moi je lui change son prénom », on parle juste d'un prénom, que si elle commence là une transition sexuelle finalement. Il faut une preuve du changement, dit le procureur. Et là, pour le coup, moi je dis surtout pas, ne l'entraînons pas si elle n'en a pas envie dans une mutilation génitale, et laissons-la grandir. Ce n'est qu'un changement de prénom et on verra plus tard comment ça se développe. Ce changement de prénom qui est d'ailleurs accepté dans l'école, avec l'élève, par ses amis. Donc on peut se demander quelle est l'importance de le mettre d'inscrire dans l'état civil. C'est parce vraiment... que quand elle ira dans un cours de piscine, quoi que ce soit, on va l'appeler par son prénom de garçon et ça va la perturber. Alors, bien sûr que non. Elle va dans un cours de piscine. Elle peut très bien demander d'être avec son prénom. C'est pas comme ça, c'est pas pour un cours de piscine. C'est pour des choses beaucoup plus officielles. Simplement ici, c'est que l'État s'en empare avec l'inscription dans l'état civil, avec quelque chose qui vraiment établit ces désirs. Qui le grave officiellement. Et finalement, je pense que ce n'est pas aider cet enfant et ce n'est pas protéger cet enfant dans ce processus dans lequel cet enfant a envie d'entrer. Ce que vous dites, Thérèse, c'est qu'elle peut dire aujourd'hui à 8 ans, je veux qu'on m'appelle Lily, et peut-être à 14, 15 ans, reprendre son identité, reprendre son genre à un moment, quoi, bien en fait. sûr, c'est les ça. choses ne sont pas figées. Et donc, en fait, il faut la laisser, il faut laisser ce processus de maturation se faire. Mais c'est vraiment impressionnant ce qui s'est passé par rapport à la sexualité. Regardez le paradoxe dans lequel on est. On nous dit, vous êtes libre sexuellement, vous pouvez faire ce que vous voulez, comme vous voulez, avec qui vous voulez, vous pouvez choisir qui vous voulez être. On nous dit la liberté. Et en même temps, on nous force à choisir. On nous demande de nous déterminer dans un sens ou dans un autre. On dit t'es quoi, t'es hétéro, t'es bi, t'es trans. On doit mettre des étiquettes en permanence. Moi, ce que je reproche, c'est cette volonté de mettre une étiquette. Laissons cet enfant grandir. Il a 8 ans que les étiquettes, on les porte dès le plus jeune âge et de manière très imposée. Vous entrez dans n'importe quel magasin pour jouer, vous voyez que les petites filles sont censées être des princesses et des machins. Et les garçons, ils doivent avoir des duels avec les dragons. Vous savez que nous sommes tous conditionnés au genre, donc 80% sont des créations humaines, culturelles, qui d'ailleurs changent d'une époque à l'autre et d'une culture à l'autre. Ce qui est bizarre, c'est qu'en même temps, on nous dit qu'il faut sortir de ça et on y rentre encore plus avec cette volonté. Permettez qu'on passe au genre masculin, je vous en prie, avec la réaction d'Alain Duhamel et Xavier Couture. Alain. Ouais, moi, je pense d'abord que dans le cadre que vous venez d'esquisser, il me semble qu'on découvre un peu l'Amérique en ce sens que le fait
que la société façonne les individus, façonne les mœurs, façonne les images, façonne les identifications, façonne les comportements. Je veux dire, c'est pas une découverte, ça. N'importe qui le sait, n'importe qui peut le comprendre. Je veux dire, ça va de soi. Évidemment, la société façonne des types d'individus. Bah oui, depuis toujours, mais de façon très évolutive et qui est en train de changer en ce moment à une rapidité qui, je pense, est sans précédent dans tous les domaines. Alors, s'agissant des enfants, comme le cas que vous citiez, évidemment... La petite Lily. Moi, oui, j'ai vu les interventions, la mère, etc. Moi, ce qui m'inquiète et même m'arrête, c'est l'idée qu'il puisse y avoir quoi que ce soit d'irrémédiable s'agissant d'un enfant avant qu'il ait l'âge d'être totalement conscient de ce que ça implique. Alors pour le reste, je suis pas du tout formaliste sur la question de savoir si on doit l'appeler qu'on l'appelle comme elle a envie ou comme il a envie, selon les cas, d'être appelé, point final. Ça me paraît, je dirais, de l'humanité basique, simplement. Et d'ailleurs, pour ce que j'en sais, je suis pas spécialiste, mais pour ce que j'en sais, ou ce que j'ai lu, ou ce que j'ai vu, les camarades de classe, par exemple, le font très volontiers. Donc, laissons-le ou la grandir, mûrir, savoir comment il ou elle se sent, comment elle vit avec elle-même, et à ce moment-là, qu'elle choisisse. Mais quand elle est en situation de majorité de le faire, et je ne pense pas que ce soit Ce cas particulier cache mal la violence qui est contenue dans ce rejet. Alors, bien sûr, il s'agit d'un cas... Le rejet légal, celui du procureur, c'est ce que vous dites. Ouais. Parce que dans le fond, 8 ans, cet enfant a tout à fait la capacité, aujourd'hui, à se dire « j'ai envie d'être appelé par un nom de fille ». Voilà, j'ai envie, je le ressens profondément. Très bien. On lui dit non. C'est une très grande violence. Hein. C'est une très grande violence. Attendez, je peux me permettre de terminer. C'est un rejet. C'est un rejet d'une demande qui n'est pas faite par les parents. Elle est faite par les parents parce qu'elle relaie la volonté de l'enfant. Derrière ça, il y a tous les témoignages qui montrent que, effectivement, les enfants qui sont un peu intersexes, les enfants qui ont une homosexualité qui se révèlent très jeunes et qui sont dans une société qui les rejette, qui les genre de manière très violente, par la couleur des jouets, par blablabla, tout ce que l'on sait d'une société. Et c'est vrai que cette société, elle existe comme ça depuis très longtemps. Mais la société des hommes, c'est une courbe de Gauss sur tous les sujets. C'est-à-dire qu'il y a des super genrés et des très peu genrés. Et la société, comme toujours, elle coupe et elle dit, c'est là que ça se situe la vérité. Eh bien moi, je pense que la vérité, elle ne se situe pas là, et qu'il y a des enfants, et de très nombreux enfants, qui souffrent affreusement. Et donc il faut l'écouter dès l'âge de 8 ans. Il faut l'écouter dès l'âge de 8 ans. Et c'est grave si elle demande, si elle s'aperçoit qu'elle a envie de s'appeler Jules quand elle aura 14 ans et qu'elle fait le chemin inverse. Est-ce que c'est grave? Et si on n'a pas félicité les parents parce que Dieu sait que dans tous les témoignages que j'ai entendus, en général, quand on a des enfants même qui se comportent comme ce qu'on appelle des garçons manqués ou l'inverse, la réaction des parents est extrêmement répulsive parce qu'ils projettent beaucoup de choses. Peut-être que ça, vous serez d'accord avec moi sur le genre de leur enfant. Et alors, déjà, l'orientation sexuelle, ça les met au bout de leur vie, mais alors la question de l'identité de genre encore plus. Donc je trouve que déjà, c'est extrêmement courageux à ces parents d'aimer assez leur enfant pour être à leur écoute. Le rôle des parents, c'est effectivement d'écouter leur enfant, d'écouter leurs envies. Et là, je vous rejoins, c'est important d'écouter ce que l'enfant dit. Mais vous êtes peut-être aussi parent comme moi. Je passe quand même un bon temps dans ma vie de mère à dire non aux envies de mes enfants. Ils ont certaines envies que je dois refuser en disant ce n'est pas le moment. J'entends peut-être ce qu'il y a derrière. On peut peut-être y répondre autrement pour l'instant, mais on ne répond pas. Oui, mais c'est pas comme une envie de chocolat. Ça. Comment vous identifiez les envies légitimes ou pas? Eh bien, c'est une très bonne question que vous posez. Comment est-ce qu'on fait pour identifier? Eh bien aussi, on laisse le temps faire son œuvre. Et simplement, ce que je demande, c'est qu'on respecte le temps de l'enfance, le temps qui va nous permettre après de voir ce qui alors, va combien de temps? Combien de temps? Alors là, on ne sera pas d'accord. C'est que quand Lily, il y a 1 an qu'il a commencé ce processus. 1 an. Ça vous semble peut-être énorme, et quand on a 8 ans, ça peut sembler énorme. Mais c'est rien à l'échelle. Mais là, on n'est pas d'accord. C'est que quand les parents disent non à un enfant, c'est dans un projet éducatif structuré avec évidemment l'incapacité que l'on peut
accorder à un enfant de faire quelque chose qui est contraire à son intérêt. Là, vous affirmez donc qu'il est contraire à son intérêt de lui faire changer de prénom. Ce n'est pas mon avis. Je dis simplement que la sexualité n'est pas quelque chose de figé qui se construit. C'est l'identité de genre, c'est pas la sexualité, c'est pas la même chose, je suis désolée. Donc l'identité, ok, pardon, excusez-moi, l'identité, elle se construit, qu'il faut laisser ce temps-là, qu'il y a des choses qui vont faire que des expériences de vie qui vont changer, et aussi simplement, une autre chose qui est importante, c'est que dans la précipitation, quand on va très vite dans ces changements, on ne prend pas non plus le temps d'écouter ce qu'il y a derrière. Et donc moi, ce que j'invite les parents à être à l'écoute de leur enfant. Il y a des pédopsychiatres qui disent que derrière cette volonté-là, la psychologisation. Voilà, on n'aime pas la psychologisation et pas très vite du coup dans cette réponse. Franchement, simplement, on prend le temps d'écouter ce qu'il y a derrière. Et moi, je me pose la question à 8 ans, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas vivre parce qu'on est garçon ou fille? Parce que vous trouvez ça très très grave sur la question de changer d'identité de genre, parce que je peux vous dire que là, quand un enfant entend que peut-être que c'est juste des problèmes psychologiques derrière, ça ne fait que complexifier toute la manière dont ils vont dénouer ça, et même jusqu'à bien après l'âge adulte en disant mais peut-être que je suis fou, peut-être que j'ai des problèmes psychiatriques ou psychologiques. D'écouter. Alors qu'une fille éduquée dans la plus grande caricature de l'identité féminine, on va jamais dire non mais peut-être là qu'on est en train de la perturber, etc. Oui, je pense qu'ils sont juste de la marge de manœuvre, et je suis d'accord, je suis plutôt contre moi, je suis contre le fait d'aller dans une transition de genre, je suis contre l'hypersexualisation des filles. On peut quand même distinguer entre le fait si un enfant a une demande explicite, constante, sincère, en tenir compte et faire de ce point de vue, s'il a envie de s'appeler Serge, qu'il s'appelle Serge, et puis voilà. C'est déjà tous ses camarades ont identifié comme lui. Oui, c'est le cas quand les gens sont intelligents, ce qui arrive, mais qui n'est pas obligatoire. D'ailleurs, le droit est avec elle. Je peux vous dire que le juge aux affaires familiales, il va lui donner raison. Le procureur, là, il est en plus hors la loi. En revanche, je pense qu'en ce qui concerne tous les traitements hormonaux et a fortiori toutes les interventions, il faut vraiment attendre que à ce moment-là, et les interdire pour les intersexes. Il y ait une pleine conscience de ce que ça implique. Et à ce moment-là, si c'est vérifié, le faire. Discussion lancée par Thérèse Argot. On va voir ce que vous en pensez au final. Pour la petite Lily, il est urgent d'attendre, de la laisser maturer, mûrir. Alain Duhamel? Moi, il est d'abord urgent de la laisser s'appeler comme elle veut. C'est déjà le cas. Donc, mais pas convaincu par votre argument, Thérèse Argot. Moi, je pense qu'effectivement, il faut être à l'écoute. Et je pense que les Français, en fait, en général, ils sont entre deux mouvements de rejet et d'acceptation. Mais quelque part, quand on les présente la chose de manière dédramatisée, je vais citer un exemple qui peut paraître un peu frivole, mais il y a une émission qui est très populaire à un moment, c'était Secret Story, où celui qui est allé jusqu'à la finale était un homme transgenre qui avait porté les enfants parce qu'il avait gardé ses organes génitaux féminins. Et là, tout le monde trouvait ça formidable. Je pense qu'on est en train d'aller vers cette évolution, même si je comprends tout à fait qu'on bute vers des siècles de définition caricaturale. Donc pas convaincu par ce que vous a dit Thérèse. Non, on n'est pas d'accord. On parle d'un enfant de 8 ans. Xavier Couture? Non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'à partir du moment où une famille qui semble, et quand on entend l'interview, une famille qui semble effectivement intelligente, pour reprendre le mot d'Alain, vient et demande très officiellement à souscrire à la demande de l'enfant, je ne vois pas pourquoi on la refuse. Mais en fait, je me dis, c'est incroyable parce que tout le travail de lobbying a bien marché. Et donc, pendant parce qu'on a eu attendez, repartez pas dans le débat. Ne repartez pas dans le débat. Les associations, on écoute les premières concernées. Attention, s'il vous plaît. Je parle du fait que tous ces témoignages, et donc ça veut dire qu'on a joué sur l'émotion, l'accord. Et c'est fini, de toute façon. Désolé. Non, mais d'un mot, quels que soient les sujets, alors là, vraiment, quels que soient les sujets, on parle de lobbying quand on parle des adversaires. Alors, on va terminer. Pas fair play. On va terminer avec Xavier Couture, spécialiste de la communication. On voit des responsables politiques qui... L'avis des gens ? Si. Ah non, pas sur celui-là. On a gardé sur vos deux sujets. Oui, ils étaient privilégiés ce soir. Les responsables politiques qui investissent les nouvelles plateformes médias, tout ce qui peut avoir de l'influence. Le président Macron qui a interpellé Carlito et McFly sur YouTube, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, qui s'est essayé à Twitch, tout comme va le faire d'ailleurs Jean Castex en fin de semaine, lui aussi sur Twitch, avec Samuel Etienne, qui est devenu le meilleur ami des responsables politiques. Il suffisait de voir François Hollande avec Samuel.
c'est déjà pas mal qu'il y ait un texte qui prenne une bonne part des propositions de la Convention sur le climat, mais je pense qu'il faut prendre des décisions beaucoup plus fortes et beaucoup plus lourdes pour qu'elles soient respectées. Je pense que l'erreur du président Macron a été de dire qu'il prendrait toutes les propositions. Il avait dit 1 ou 2 jokers, et puis finalement... après, son jeu n'était qu'avec des jokers, donc c'est un peu difficile. Donc il fallait peut-être être plus prudent. Et François Hollande a montré qu'il avait gardé toute sa capacité à la petite phrase assassine. Xavier Couture, consultant en communication, attention, trop de com, tue la com, allez chercher toutes les voies possibles et tout ce que l'on peut faire via les réseaux sociaux, les nouveaux médias, ça peut jouer des tours. Trop de com politique tue la politique. Alors, moi, pour avoir un peu œuvré dans l'univers des médias, je suis assez frappé de cette confusion aujourd'hui qui est en train de s'installer entre l'information et la communication. Pourquoi ? Au fond, il y avait un sociologue assez connu qui s'appelait McLuhan, qui a beaucoup réfléchi à ce que pouvait être l'évolution du monde des médias et de la communication, et qui disait à propos de la télévision, en anticipant ce qu'elle allait devenir avec ce qu'on a appelé la télé-réalité, que le médium était identique au message. En d'autres termes, que progressivement, le médium, la télévision, ce que nous sommes en train de faire ce soir, était elle-même devenue message au détriment de ceux qui émettaient un message, ce que nous essayons de faire modestement aussi. La réalité a montré que ça n'était pas tout à fait le cas et que grâce à Dieu, la télévision, et grâce au professionnalisme de certains, dont nous en avons un exemple ce soir, la télévision avait su créer les conditions d'une énonciation que l'on appelle calibrée par l'esprit éditorial, un journaliste. Cette idée qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, qui permettent de toucher un public que les médias traditionnels sont censés ne plus toucher, ce qui est un problème, que ces réseaux sociaux prendraient le pas sur le travail normal d'éditorialisation est une catastrophe démocratique. Et je dis que tous ceux qui s'y prêtent, effectivement, nourrissent cette progressive, je dirais, émoliation de notre système de communication. Alors, les responsables politiques se trompent, trop de com tue la politique. Monsieur Alain Duhamel, d'accord avec ça ou pas ? Moi, je pense que ce qui est en train de se produire avec les réseaux sociaux et donc avec l'utilisation qui, en l'occurrence, en est faite, que c'est un passage essentiel parce que ça n'est qu'un élément de la transformation de la société politique. C'est-à-dire qu'on avait des institutions, des partis politiques, des syndicats, des médias, tout ça a été étiqueté, et rangé et hiérarchisé, et que maintenant tout ça est en train de voler complètement en éclats. Les partis n'existent plus, n'ont plus aucun rôle. On enjambe les syndicats et d'ailleurs tous les corps intermédiaires, et donc c'est un moment que je trouve très important. En même temps, c'est une évolution qui est absolument irréversible. On ne reviendra pas sur ce que représentent les réseaux sociaux, de même qu'on n'est pas revenu sur ce que représente la télévision, avant la radio et avant la presse écrite. Alors la question est de savoir si cette évolution, donc je trouve à la fois essentielle et irréversible, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise évolution ? Alors, je ne vais pas vous dire que je regarde ça de gaieté de cœur, parce que c'est une façon de s'exprimer. Il y a des exemples, on en a vu un, quand c'est quelqu'un d'intelligent, comme Samuel, c'est bien fait, mais on sait que c'est aussi une machine à injurier. On sait que c'est une machine à déformer, on sait que la question de l'anonymat, bien entendu, se pose, et on sait aussi que c'est une façon aussi de démembrer la communauté nationale. C'est-à-dire qu'on constitue des petits secteurs, des niches. Voilà, des niches. Oui. Un mot pour renforcer ce que dit Alain. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure ? On voit François Hollande, sur Samuel Etienne sur Twitch. Et Jean Castex va y aller dimanche. Quelle est la justification de cette présence ? L'espèce de déroulement incessant de commentaires que personne ne lit, qui au bout du compte vont rester comme une sorte de traces
qui va être reprise par la marée, et qui va disparaître du sable. Mais non, c'est pas ça. Twitch, L'important, c'est qui ça vous n'a touchez aucun et intérêt. qui vous ramenez dans le champ politique, éventuellement dans le champ électoral, quand on sait que 72% des 18-34 ans n'ont pas voté aux dernières élections municipales. Il est plutôt là l'intérêt. Fatima Benomar. Alors, est-ce qu'ils sont dans l'erreur, ces politiques ? Effectivement, je vais plutôt situer ça autrement. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours beaucoup aimé les youtubeurs et les espaces comme ça alternatifs du débat d'idées. Je trouvais ça plus libre, moins contraint, avec des formats plus intéressants. Donc, je compare pas du tout Twitch et YouTube à un tweet, par exemple. Ouais. Et là, je vois bien qu'il y a de plus en plus de politiques qui essayent de s'improviser youtubeurs et qui se rendent compte que c'est plus difficile que ce qu'ils pensent. Et ce qui me gêne beaucoup, et notamment dans la dernière anecdote de Macron, avec Carlito et McFly, qui fait une espèce de commande institutionnelle du pouvoir à des youtubeurs pour produire une petite chanson bien polie. C'est ça en fait qui me hérisse le poil, c'est de voir la récupération institutionnelle de quelque chose qui était à la base des débats d'idées de jeunes qui formulent et très intelligemment en général. Donc les politiques font une erreur, ils font une erreur d'y aller. Pour moi, ils viennent dans un espace qu'ils maîtrisent encore assez mal et qui n'est pas le leur. Pour le récupérer pour leur agenda qui est souvent plutôt lié à un agenda de pouvoir politique. Alors qu'en général, les débats YouTube sont des débats de société qui ne se soumettent pas à ce genre d'agenda. Thérèse Argot. Moi, je les trouve plutôt très intelligents de penser à tous ces réseaux sociaux et à ces youtubeurs. Et par contre, je remettrais plutôt la responsabilité chez ces youtubeurs. C'est à eux d'accepter ou de refuser. Et donc, pour moi, je dirais plutôt le gouvernement, ils sont très malins, ils sont très intelligents, ils ont bien fait les choses. Par contre, et on peut vraiment poser la question de ces youtubeurs. Et moi, j'étais assez évidemment déçue parce que McFly et Carlito vont pas pouvoir inviter tous les hommes et toutes les femmes politiques. Ceux qui pourraient peut-être marcher si c'était le cas, mais ils vont pas le faire. Et donc dans ce cas-là, on voit une récupération, mais ça c'est leur responsabilité. Je parle même pas du roi soleil, voilà. La tête de Macron en soleil. Donc je pense que c'est leur responsabilité, et on voit bien effectivement peut-être la fragilité aussi, on va dire à la fois émotionnelle, de se dire tiens, ça va quand même répondre à un besoin de reconnaissance ou autre chose. Mais je mettrais pas la responsabilité du côté des politiques, je mettrais plutôt la responsabilité chez les youtubeurs. Moi, je n'ai pas dit que c'était pas malin, pardonne-moi, mais j'ai pas dit que c'est pas malin, c'est même très très malin. Mais est-ce que c'est payant? Est-ce que la stratégie est payante? On verra au moment du vote. Ça, on le verra. Est-ce qu'ils voteront plus? Est-ce qu'ils voteront différemment? On verra bien. Ça, on ne peut pas le dire à l'avance. Moi, ce qui m'inquiète, c'est une forme de dénaturation d'un discours qui, par définition, devient extraordinairement démagogique en s'appliquant très précisément au code du média. Donc, je reviens à McLuhan, quand le média et le médium ne font plus qu'un, il n'y a plus de discours. Après, il y a une grande diversité de formes dans les vidéos en ligne. C'est vrai, mais c'est également... vous pouvez vous le rappeler sûrement comme moi, ce qu'on disait au départ de l'utilisation de la télévision par les hommes politiques. On disait, les hommes politiques, on disait ça dans les années 60, aller à la télévision, c'est accepter de parler de façon rudimentaire, etc. Et c'était considéré comme une régression terrible. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que Emmanuel Macron ou Gabriel Attal ou d'autres, ce sont pas les seuls à être en train de tester ce genre de méthode. Et on peut même dire que dans l'utilisation de la dimension politique numérique, c'est plutôt d'un côté Jean-Luc Mélenchon et de l'autre côté le Rassemblement national qui s'y sont pris les premiers, comme on l'a d'ailleurs pu le voir à la dernière élection. Mais juste, pour moi, c'est vraiment une question de contenance. C'est-à-dire que tous les grands médias maintenant, ils ont leur chaîne YouTube, ils ont leur compte Twitter et ils vont sur TikTok et sur Twitch. Donc, quoi qu'il en soit, la question, c'est la diversité des formats. C'est-à-dire ce n'est jamais qu'un contenant. Ce qui peut être inquiétant aussi, c'est une forme de photocopie que certains grands médias traditionnels peuvent aller prendre dans ces médias un peu violents pour reprendre le même type de relation assez agressive avec un discours violent, avec un discours ultra direct. Les vidéos sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément violentes et certains débats sur les télévisions sont parfois très violents. On va voir ce que vous avez pensé du propos de Xavier Couture, s'il vous plaît. En commençant avec vous, Alain Duhamel, alors convaincu, pas convaincu par la critique de ces nouvelles formes de médias vers lesquelles vont les politiques? J'ai dit que je pensais que c'était essentiel, irréversible et inquiétant. Et donc? Pas convaincu. Non, je pense que non. Pas convaincu parce que vous a dit Xavier Couture. Fatima Benomar.
Ouais, chers politiques, laissez-nous au moins des espaces où on parle entre jeunes de ce qui nous intéresse et essayez de nous convaincre par vos programmes plutôt qu'en venant troller nos espaces. D'accord avec Xavier alors finalement. Thérèse Argot. Oui, même si je trouvais, donc je disais que je restais très intelligent, je ne suis pas convaincue parce que je pense que ça va discréditer effectivement la parole politique et d'être sur le débat d'idées, pas sur un champ émotionnel, parce qu'il faut vraiment qu'on se fasse sur ce plan-là. Donc effectivement. Merci messieurs dames. Rendez-vous demain 19h pour. Non, c'était convaincu parce que c'est plutôt convaincu par ce qu'a dit Xavier. Donc finalement, il a emporté le morceau ce soir, Xavier Couture. On se retrouve demain 19h pour le 120% News suivi de 20h qui va vous convaincre. Dans un instant, le dézoom avec Aurélie Casse et on va reparler de ce drame terrible lié aussi aux réseaux sociaux avec le harcèlement et la mort d'Alisha, 14 ans.